Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire sur les cookies. Je vais prendre une petite seconde pour présenter DigitalKeys pour ceux qui ne nous connaissent pas. On accompagne nos clients sur toutes les problématiques digitales et plus spécifiquement d'acquisition. Et à ce titre-là, on a été confronté à cette problématique de cookies depuis quelques semaines et même antérieurement. Ce que je vous propose comme format, c'est que vous n'hésitiez pas à poser vos questions dans le chat. On s'arrêtera peut-être une fois ou deux pendant la session pour y répondre. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des éléments qui sont pas clairs ou si vous aviez des points à voir en particulier. Écoutez, je vous propose de commencer tout de suite avec le sommaire. Il va y avoir 4 parties. L'idée, c'est de placer un peu le contexte et de revenir jusqu'au 1er avril 2021, qui est un peu la date euh, clé des dernières semaines qu'ont vu les derniers changements. On va regarder ce que ça a eu comme impact sur les sites des annonceurs, en particulier sur le suivi d'audience et la partie publicitaire. Qu'est-ce que les régies ont fait pour répondre à ces problématiques? Ensuite, on vous parlera un peu de notre méthode, comment on a procédé pour gérer ces sujets en interne et avec nos clients. Et puis, on finira par regarder un peu le futur pour voir quelles vont être les prochaines étapes dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Avant ça, ce que je vous propose, c'est un tout petit sondage afin de récupérer des informations sur où est-ce que vous en êtes vous sur cette question de mise en conformité de CNIL. Donc l'idée, c'est que vous nous partagiez un peu votre état d'avancement sur cette question. Ça nous permettra de voir un peu, de prendre la température un peu dans l'assemblée. Merci de prendre 30 secondes pour répondre au petit sondage. Il n'y a qu'une question, ça va être très rapide. Je regarderai les résultats à la fin. Entre-temps, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un peu dans quelle démarche on s'est mise pour construire ce webinar et aborder les sujets. Aujourd'hui, on va parler de CNIL, on va parler de consentement, on va parler de confidentialité, de cookies, de CMP. Mais malgré tous ces sujets-là, on va pas faire de juridique. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche très business, très opérationnelle, et de comprendre l'impact que ça a dans notre quotidien de personnes du marketing et de l'acquisition dans le pilotage de nos campagnes. Des agences web marketing comme Digital Keys, elles sont pas là pour faire du conseil juridique. C'est pas notre rôle. Par contre, notre objectif, c'est vraiment de piloter le business de nos clients tout en étant conforme aux réglementations, aux lois, et en essayant d'être le plus responsable possible. Voilà un peu l'objectif. Donc l'idée clé qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les sujets qu'on va aborder, ils sont indirectement juridiques, mais ils vont surtout être opérationnels et concrets dans le pilotage des campagnes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement revenir sur le contexte. En fait, il y a 3 strates d'interprétation, on va dire, et de règles. Il y a le règlement européen, la RGPD, dont on a entendu parler depuis quelques années maintenant. Il y a la loi française, informatique et liberté, l'article 82 plus précisément, qui sont traduites par des recommandations rédigées par la CNIL. Et c'est ces textes-là que chacun d'entre nous regarde et ce sont les textes que Digital Keys regarde pour mettre en conformité les sites de nos clients. Et à la fin, il y a des impératifs business qui sont les impératifs business de chacun des annonceurs qui utilisent les campagnes et les outils de suivi d'audience, donc utilisent des cookies. Ça, c'est un peu le sac de nœuds dans lequel on se retrouve quand il s'agit de regarder les différentes règles, les différentes lois, les différentes recommandations. Donc c'est pas évident. Je vais pas m'étaler là-dessus et je vais simplement faire un grand résumé en disant que en fait, historiquement, on avait des bandeaux de cookies depuis quelques années qui étaient au départ discrets, au pire informatifs, au mieux qui collectaient un consentement, mais qui était implicite.
Donc, pour vous donner un exemple concret, un utilisateur qui scrollait ou qui changeait de page pouvait être considéré comme un consentement valable. Aujourd'hui, depuis le 1er avril, tout est beaucoup plus clair et depuis quelques mois, tout ça a été précisé par la CNIL. Le consentement, il doit être explicite. Donc, le scroll ou le changement de page ou un temps passé sur un site ne peut pas considérer comme étant valide en termes de consentement. Il doit y avoir une action concrète de l'utilisateur qui clique sur un bouton je valide, j'accepte, je suis d'accord. Son refus doit être aussi accessible que l'acceptation. C'est-à-dire qu'il doit avoir la capacité d'accepter aussi facilement que de refuser. Donc, c'est pour ça qu'on a, depuis quelques semaines, des boutons refusés, je n'accepte pas, je continue sans accepter, qui sont arrivés sur les différents bandeaux. Par ailleurs, l'utilisateur il doit pouvoir revenir sur son choix à n'importe quel moment de sa navigation. Donc, sur n'importe quelle page, il doit pouvoir réafficher le bandeau et expliquer qu'il n'est plus d'accord sur le consentement qu'il avait donné historiquement, la veille ou durant une session précédente. Donc, il doit pouvoir revenir là-dessus à tout moment. Par ailleurs, les entités qui récupèrent ces données et qui sont capables d'exploiter un recoupement de cookies doivent être listées en fonction de leur finalité. Donc, ce sont principalement des régies dans le cadre publicitaire, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être les outils de suivi d'audience, ça peut être des outils de personnalisation de sites. Et donc, chaque finalité doit être clairement définie et chaque partenaire doit être indiqué dans la finalité. Aussi, les annonceurs sont tenus d'enregistrer les consentements, de loguer les consentements pour un éventuel contrôle et pouvoir justifier qu'ils ont bien mis en place cette collecte et qu'ils sont capables de dire à telle date, il y a eu tant de consentements, tant de refus pour un éventuel contrôle. La CNIL a également précisé les durées pendant lesquelles l'utilisateur ne devait pas être ressollicité ou la durée pendant laquelle l'acceptation était valable. Et elle a donné une durée plutôt claire là-dessus. C'est 6 mois, c'est-à-dire que tous les 6 mois, on doit redemander le consentement à l'utilisateur face à l'utilisation des cookies. Néanmoins, elle n'a pas donné de précision sur le refus. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur refuse, elle n'a pas donné de délai avant lequel on est autorisé pour lui redemander son consentement. Enfin, elle a donné quelques précisions sur la partie exemption de cookies, parce que tous les cookies ne sont pas nécessairement soumis à un consentement. Il y en a quelques-uns qui sont exemptés. Et évidemment, ce sont tous les cookies qui sont nécessaires au fonctionnement d'un site. Je vais vous donner des exemples concrets. Lorsqu'un site permet d'enregistrer un panier, par exemple, sur un site e-commerce ou de configurer une langue ou une disposition spécifique, c'est de la personnalisation du site. Ces cookies-là sont exemptés du consentement. Et il y a une partie qui nous intéresse beaucoup plus spécifiquement aujourd'hui, c'est la partie suivi d'audience, les outils de web analyse. Les cookies de suivi d'audience, pour être exemptés, ils doivent répondre à un certain nombre d'impératifs. Ils doivent ne servir qu'à ça. Ils doivent pas permettre de faire des recoupements avec d'autres outils. Je prends par exemple un outil CRM. On ne doit pas pouvoir retrouver un utilisateur en fonction de sa navigation et le croiser avec un ID qu'on aurait en base CRM. Il doit être pour le compte exclusif de l'éditeur du site, donc l'annonceur, et ça ne doit pas être transmis à des tiers. Ça doit servir à produire des données anonymes et non individuelles. Donc, on ne doit pas pouvoir identifier un utilisateur. On ne doit pouvoir gérer que des groupes d'utilisateurs. On ne doit pas pouvoir suivre ces utilisateurs-là d'un site à l'autre ou d'un site vers une application ou inversement. Voilà donc les critères qui sont nécessaires pour pouvoir considérer qu'un outil de suivi d'audience est exempté de consentement. Donc, on a vu arriver des bandeaux de ce type-là. Là, c'est un bandeau qui est en ligne aujourd'hui, qui représente tout ce que je vous ai expliqué, à savoir un bouton accepter, un bouton continuer sans accepter, donc la capacité de refuser, et une fonctionnalité qui permet de personnaliser le consentement. Donc concrètement, une fois que je vous ai dit tout ça, on va regarder un petit peu quels sont les impacts qu'ont eu ces changements, historiquement et plus récemment. Concrètement, sur la partie suivi d'audience et web analyse, pour pouvoir continuer à utiliser un outil qui mesure l'exhaustivité des utilisateurs qui sont sur un site, il faut se mettre en conformité par rapport aux demandes de la CNIL.
Donc, par rapport à ça, il faut anonymiser toutes les données personnelles, bien évidemment. On ne doit pas pouvoir identifier d'utilisateur, ni à travers une adresse IP, ni à travers d'un ID qui serait présent dans une URL, par exemple, ni par utilisation d'un identifiant qui pourrait être croisé, comme je vous ai expliqué, avec une base CRM. On doit désactiver toutes les fonctionnalités qui permettent de faire autre chose que du suivi d'audience, notamment la capacité que pourraient avoir certains outils à générer des listes d'audience publicitaires. On doit également désactiver le partage avec d'autres entités tierces, donc les régies notamment, le croisement automatique avec d'autres outils, type positionnement, notamment dans le référencement naturel par exemple. Enfin, et c'est un des points les plus importants, le prestataire qui propose sa solution doit s'engager à ne pas réutiliser les données qui sont collectées de la sorte à d'autres fins que le suivi d'audience pour le compte de l'annonceur. Donc ça, c'est un point important parce qu'aujourd'hui, les outils marchés se permettent, notamment les outils gratuits, de réutiliser les données à d'autres fins que le suivi d'audience spécifique. En résumé, il faut rendre son outil indépendant, autonome, complètement anonyme et non individualisé dans son suivi. Dans le cas contraire, il ne peut pas être exempté et donc ne peut pas suivre l'intégralité des visiteurs. Ensuite, il y a toute la partie pilotage de la performance publicitaire. Pour remettre un petit peu dans le contexte, pourquoi on utilise des cookies lorsqu'on pilote des campagnes? En fait, ils servent à une chose, c'est d'identifier un utilisateur lorsqu'il a cliqué sur une annonce, lorsqu'il a vu ou cliqué sur une annonce, et de pouvoir identifier ce clic au moment où il fait une conversion. Donc une conversion, ça peut être un lead ou une vente, de manière à pouvoir réattribuer cette vente ou ce lead à la bonne campagne, au bon mot-clé, à la bonne annonce qui a été utilisée par l'internaute. Si on décide que la régie n'a plus accès aux cookies parce que l'utilisateur n'a pas donné son consentement, le résultat, c'est qu'il nous manquera fatalement des ventes ou des leads dans l'interface publicitaire. Il y a deux objectifs qu'il faut garder en tête face à cette perte, c'est qu'il faut la quantifier, c'est la première étape, et la minimiser dans son impact sur le pilotage. On reviendra sur ces points-là pour savoir comment on fait concrètement dans la méthode que nous, on a appliquée pour nos clients. Il y a un autre aspect de la publicité qui est impacté par cette notion de consentement et par le refus des utilisateurs, c'est la création des listes d'audience, donc le retargeting. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, les cookies ils servent également pour les grosses régies à identifier les utilisateurs qui passent sur un site pour pouvoir les retrouver par ailleurs, par la suite, dans leur navigation et pouvoir leur repousser un message, une annonce, durant leur navigation. Donc ça, c'est un des aspects également très importants de la publicité qui est lié aux cookies, c'est que sans cookies, on ne peut pas retrouver les utilisateurs qui sont passés sur votre site et donc on ne peut pas faire de retargeting. L'autre aspect qui est important, c'est que ces cookies-là, ils servent à faire des profils d'utilisateurs, des profils d'audience que les grosses régies croisent avec leurs propres données internes et les autres données les utilisateurs qu'ils ont en base pour pouvoir trouver des gens qui ressemblent à vos utilisateurs. C'est le principe du similar user et ça permet d'élargir une audience et de pouvoir toucher des gens qui ressemblent à l'audience que vous avez déjà sur votre site. Donc finalement, pour pouvoir continuer à faire du retargeting et du similar user, il faut qu'il y ait un maximum de consentement pour pouvoir retoucher un maximum de cookies qui sont déposés sur les sites sur les navigateurs des internautes. Pardon. Donc une fois que j'ai dit ça, il y a des réponses qui ont été apportées par les régies. On a pris trois cas concrets d'utilisation qu'on a à l'agence aujourd'hui, dans le search, dans le secteur de l'affiliation et sur les réseaux sociaux. Donc ce sont des acteurs que vous connaissez bien. Le premier, c'est Google, dans le cas du search. Je vais vous expliquer un peu ce qu'ils nous ont mis à leur disposition et comment ils voient la suite à ce niveau-là. Concrètement, Google, ils ont proposé un outil qui s'appelle le Consent Mode. Le Consent Mode, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité que nous avons, nous, annonceurs et agences,
de pouvoir leur envoyer l'information, de savoir quels sont les utilisateurs qui ont donné leur consentement de ceux qui ne l'ont pas donné. Qu'est-ce que ça a comme impact? En fait, vous avez sur cette slide deux scénarios. Le scénario sur la partie supérieure, c'est le scénario habituel que nous avions jusqu'à présent, c'est-à-dire un consentement implicite, ou en tout cas le scénario de l'utilisateur qui donne son consentement. S'il ne convertit pas cet utilisateur-là, bah, il ne se passe rien, il n'y a pas de conversion qui remonte dans l'interface. Par contre, s'il fait une conversion, vu qu'il a donné son consentement et qu'on a l'autorisation de poser un cookie et de lire ce cookie-là, on remonte dans l'interface une information qui est la conversion qui a été faite par l'utilisateur. Donc, on sera capable d'identifier la campagne, le mot-clé, l'annonce sur laquelle il a cliqué, et de pouvoir optimiser nos campagnes grâce à cette donnée. Dans le cas où il n'a pas donné son consentement, on est dans le scénario du bas, les cadres bleus. Si l'utilisateur ne convertit pas, il n'y a pas de conversion qui est envoyée à l'interface, à la régie. Par contre, s'il convertit, Google nous explique qu'ils sont capables de pouvoir remonter une conversion sans l'utilisation des cookies. Donc ça, c'est la théorie. Dans la pratique, comment ça fonctionne concrètement? En fait, il faut qu'on commence par ajuster le tagage des sites pour pouvoir refléter le consentement des utilisateurs afin de l'envoyer à Google Ads. Et on doit lui préciser également quelle est l'approche que nous voulons avoir pour les utilisateurs pour lesquels nous n'avons pas eu le consentement, avec trois options. Alors, deux options plutôt. Le premier scénario qui est le fonctionnement classique, c'est l'utilisateur a donné son consentement, on rattache une conversion à un cookie. Donc là, jusqu'à présent, il n'y a aucun changement par rapport à ce que nous avions la capacité de faire jusqu'à maintenant. Il y a une solution qui est proposée par Google qui est d'utiliser l'identifiant du clic et de le passer dans l'URL du site. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Au moment où un utilisateur clique sur une annonce, il a un identifiant qui est inséré dans l'URL de la page de destination. Et de page en page, on garde cet identifiant pour pouvoir le retrouver au moment de la conversion. Ça a un intérêt, c'est que ça permet de fiabiliser concrètement la remontée de la conversion, étant donné qu'au moment où le tag sera affiché lorsque l'utilisateur remplit son formulaire ou valide son achat sur un site e-commerce, eh ben, j'ai l'identifiant du clic, donc je peux tout de suite dire à la régie, c'est ce clic-là qui a fait cette conversion, ça me permet d'avoir une donnée qui est fiable en soi. Ça a plusieurs inconvénients. Le premier, c'est que ça ne fonctionne que dans une session unique qui suit le clic. Ça veut dire qu'il n'y a pas de capacité de retrouver des clics après une visite qui n'est pas consécutive au clic initial. Donc, si je vous prends un exemple concret, un utilisateur clique, arrive sur un site, s'en va et revient le lendemain par un autre moyen pour faire une conversion, bah, dans ce cas-là, ce système-là ne fonctionnera pas. Et ça a un autre inconvénient majeur aussi, c'est que c'est concrètement une méthode de tracking des utilisateurs et on n'a pas la garantie encore, on n'a pas eu la confirmation que la CNIL était d'accord avec ce genre de méthode et que ça ne représentait pas un suivi de l'utilisateur malgré le fait qu'il n'ait pas donné son consentement. L'autre scénario, ce que j'ai mis en rouge, c'est l'envoi de hits sans cookie ni identifiant à Google. Donc concrètement, c'est le tag est déclenché sur la page de confirmation du lead ou de la vente et on envoie cette information à Google, sauf qu'on ne lui rattache aucun identifiant ni cookie, donc il n'est pas capable de savoir, donc Google n'est pas capable techniquement de savoir si l'utilisateur a bien cliqué sur une annonce ou pas. Vous allez me dire, bah, qu'est-ce que Google fait de cette information-là? Bah, en fait, comme il est capable de connaître le taux de consentement, c'est-à-dire le taux, la part des personnes qui ont donné leur consentement versus ceux qui ne l'ont pas donné, vu que c'est une information que je leur envoie, et ben, il va se réattribuer des ventes de gens qui n'ont pas donné leur consentement en se basant sur ce taux. Concrètement, Google s'attribue une liberté qu'il n'avait pas jusqu'à présent, c'est-à-dire la capacité de modéliser des ventes non traquées grâce au cookie qui n'a pas été déposé, qui n'a pas été lu au moment de la vente.
Par rapport à ce point-là, nous, chez Digital Keys, depuis que Google nous parle de cet outil-là, on a fait des tests sur un certain nombre de sites en interne, sur nos propres sites, pour savoir un peu ce que ça avait comme impact. Le premier, il est positif. Le premier résultat qu'on a eu, c'est que les tests qu'on a menés nous ont permis de voir qu'il n'y avait pas d'effet indésirable sur le volume de conversion dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que c'était plutôt cohérent en termes de remontée. Par contre, on est un peu en manque d'informations de la part de Google sur le fonctionnement de ces modèles-là. Ils nous ont expliqué qu'il y avait, par exemple, la prise en compte de l'historique du compte pour le calcul des modèles, mais ils nous ont pas donné de détails. Donc, concrètement, on se demande bien comment ça fonctionne lorsqu'on lance une campagne sans historique et qu'on intègre directement ce consent mode. Qu'on n'a pas de visibilité non plus sur la gestion de la durée du post-click. Comme je vous ai expliqué, et comme vous le savez probablement, les tracking régie fonctionnent grâce à un délai de post-click qui va jusqu'à 30 jours. Concrètement, comment ils font lorsqu'il y a un délai de ce type-là, avec le consent mode. Ça, c'est un des aspects sur lesquels ils nous ont pas encore répondu. Et par ailleurs, le dernier point, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ils nous proposent des fonctionnalités alternatives de contournement qui ne sont, selon nous, pas encore validées par la CNIL, notamment l'utilisation de l'URL, du passage de l'ID click dans l'URL. Donc voilà un petit peu la proposition de Google, une fonctionnalité intéressante sur le papier qui techniquement répond à un certain nombre de problématiques. Néanmoins, il nous manque encore quelques informations de leur part pour pouvoir pleinement l'utiliser. Le second cas, c'est l'affiliation avec la plateforme d'affiliation que nous utilisons chez Digital Keys, qui est la plateforme d'affiliation. Alors eux, ils ont une approche un petit peu différente. L'affiliation, c'est un modèle qui oblige un suivi individuel pour les fins de rémunération. Comme vous le savez, l'affiliation est basée sur la rémunération des éditeurs, donc des affiliés qui sont enregistrés sur les plateformes. Donc il est important que cette rémunération soit juste et qu'elle soit fiable. Donc, Affiliation se positionne comme un tiers avec un outil de suivi d'audience qui est donc exempté de consentement. Les données qui remontent dans la plateforme sont désormais séparées en deux grands ensembles. Les données qui sont consenties, donc là, je reviens pas sur le détail, mais en gros, c'est les utilisateurs qui ont donné leur consentement. Et les personnes qui ne donnent pas leur consentement, on récupère des données dans la plateforme qui sont complètement anonymisées et on n'a pas un suivi précis des remontées. On n'est pas capable d'identifier clairement l'affilié. On ne peut pas savoir quel support a été utilisé. On n'a pas non plus le détail par affilié ou par campagne sur le volume de vente ou le volume de lead qui remonte. Tout ça est agrégé, la commission, le volume de vente, dans une ligne sans consentement, donc de ligne anonymisée. Ça leur permet en gros de continuer à travailler pour l'instant. On va voir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois si tout ça est bien conforme par rapport aux réglementations et aux recommandations de la CNIL. Le dernier cas dont je voulais vous parler, c'était Facebook, donc c'était les réseaux sociaux. En fait, de ce côté-là, on n'a pas beaucoup d'infos. Facebook n'a absolument pas communiqué sur ces problématiques de gestion de consentement. Ils ont l'air plus occupés pour l'instant à gérer les problématiques de suivi dans les applications mobiles et plus spécifiquement dans iOS. Donc, on n'a pas de solution claire proposée par Facebook. Tout ça à synthétiser en une image. Félix, il a un très gros cookie et nous, on a un gros souci de pilotage. Donc, on s'est posé à plusieurs au sein de l'agence pour connaître les différents scénarios et identifier les bonnes pratiques et quelles allaient être les nouvelles méthodes de pilotage des campagnes. Et donc, c'est ce dont on va vous parler maintenant. Concrètement, comment on a abordé le sujet? Alors déjà, on a bien préparé le terrain. On a veillé à ce que les bandeaux de nos clients soient bien en conformité. On a aussi beaucoup communiqué, que ce soit auprès de nos clients, mais aussi en interne. On a fait pas mal de sessions sur ce sujet-là auprès des différents collaborateurs experts. On n'en fait jamais assez et on sait qu'il y a des sujets qui sont peut-être pas toujours très clairs, mais c'est nécessaire de communiquer et de répéter les choses.
Et il y a un aspect sur lequel on insiste maintenant, c'est que ça n'est que le début d'un nouvel aspect du métier. Ça n'est pas un sujet qu'on traite en 2021 et dont on ne parlera plus jamais. C'est vraiment une nouvelle, un des nouveaux aspects de pilotage des campagnes. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler et de continuer à en parler. Donc les mots qu'on a utilisés, le vocabulaire qu'on a sur lequel on a partagé, bah, c'est CMP. Pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, c'est Cookie Management Platform ou Consent Management Platform. En gros, concrètement, c'est les bandeaux que vous voyez arriver sur les sites et toutes les fonctionnalités qui permettent justement de conditionner des tags en fonction du consentement de l'utilisateur. Le taux de consentement, on en a parlé, on va en discuter sur la méthode et notre approche. La finalité des cookies, les cookies fonctionnels, cookies tiers, cookies first. Ce sont des aspects qui sont pas forcément clairs au quotidien, mais sur lesquels, en fait, chacun d'entre nous doit être sensible pour connaître concrètement le fonctionnement et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un utilisateur ne donne pas son consentement. Donc concrètement, la première étape, ça a été de mesurer la perte. Comment on a fait ça? On a d'abord mis en place un certain nombre de tracking d'événements sur l'usage des bandeaux. L'idée, c'est de pouvoir connaître le nombre de personnes qui cliquent sur j'accepte, ceux qui cliquent sur je refuse. On stocke la valeur de consentement dans nos outils de web analyse pour pouvoir faire ces statistiques. Toujours à des fins de statistiques. Hein. L'idée, c'est pas du tout d'identifier des personnes, mais surtout de faire des calculs. Et on a élaboré un nouveau KPI qui est le taux de consentement. Donc ça, c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu, mais on a apporté une spécificité sur ce calcul, c'est que pour nous, le taux de consentement, ça n'est pas la part des personnes qui donnent leur consentement à l'arrivée du site, c'est la part des personnes qui font une conversion et qui ont donné leur consentement. On fait cette distinction pour une raison toute simple, c'est que le taux de consentement sur la page d'arrivée, il est biaisé en fonction du taux de rebond, par exemple, du nombre de personnes qui n'interagissent pas avec le bandeau, potentiellement. Donc, tout ça n'est pas suffisamment précis. Et pour avoir un calcul efficace et précis de ce taux, on a décalé cette analyse au moment où la conversion est faite, une vente est réalisée ou un lead est fait. Donc finalement, ce taux de consentement, il se calcule de la manière suivante. On prend le nombre de conversions pour lesquelles on a eu le consentement de l'utilisateur. On prend le nombre de conversions totales. C'est pas le nombre de conversions sans consentement. Il y a une petite erreur dans ma slide. Le nombre de conversions totales. Et on multiplie par 100. Ça nous donne ce taux. Qu'est-ce qu'on en fait de ce taux? Il nous permet de revaloriser ensuite les KPI de pilotage habituels de nos campagnes. Donc, par exemple, si j'avais un objectif de volume de lead sur une campagne, je le multiplie par ce fameux taux, 1 plus mon taux de consentement. Si j'avais un objectif de CPA ou de CPL, pareil, je le multiplie par ce taux de consentement. Si j'avais un objectif de ROI, même méthode. Et donc concrètement, j'ai pris un exemple concret. J'ai un de mes clients pour lequel j'ai un objectif de CPL de 30 euros. Je m'aperçois que j'ai un taux de consentement de 77%. Donc ça veut dire que j'ai 33% de mes utilisateurs qui ont refusé ou qui ne m'ont pas donné leur consentement. Donc, mon nouvel objectif de CPL dans ma plateforme, ce sera mon CPL initial, 30 euros, fois 133%, donc 1 plus 33% de mes leads perdus, ça me fait 40 euros. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où je mets en place ma mise en conformité et que je ne déclenche plus mon tag de conversion, mon objectif dans ma plateforme, il est plus de 30 euros, mais il doit être de 40 euros pour couvrir la perte des leads que je n'aurais pas enregistrés. Comment ça se passe concrètement en interne? C'est bien communiqué et l'idée, c'est justement de ne pas subir une mise en conformité que j'ai appelée à la dure, du jour au lendemain, sans avoir mesuré ce taux-là, pour éviter d'avoir à le faire a posteriori et plutôt de le faire de manière proactive. Par ailleurs, c'est pas parce qu'on parle de recommandations qui sont basées sur la loi qu'on doit les appliquer sans se poser de questions, ni mesurer en amont l'impact business que ces changements ont. C'est bien une réflexion qui doit être menée avant les mises en conformité. Donc concrètement, maintenant, qu'est-ce qui va se passer et quelles sont nos nouvelles méthodes de pilotage de campagne? En fait, on a des nouveaux indicateurs de campagne, le taux de consentement sur les conversions dont je vous ai parlé,
Le tracking sur l'utilisation du bandeau pour avoir une petite idée du nombre de personnes qui cliquent sur j'accepte, qui n'interagissent pas potentiellement avec le bandeau ou qui cliquent sur je refuse. Son impact sur le taux de transformation. Donc encore une fois, je pourrais mesurer un taux de transformation en utilisant mon taux de consentement et en appliquant ce taux de consentement. Et à la fin, j'ai bien un CPL ou un CPA, un objectif de CPL ou un objectif de CPA qui est revalorisé en fonction de mon consentement, en fonction du consentement que je n'aurais pas eu de mes utilisateurs. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que chaque cas est différent. Tous les bandeaux ne se ressemblent pas, tous les secteurs ne se ressemblent pas. Et il faut bien mesurer aussi qu'il y a un exemple très concret d'impact sur le taux de consentement, c'est la part du trafic mobile. Il ne vous a pas échappé en tant qu'utilisateur que vous aurez plus facilement l'habitude d'interagir avec un bandeau sur le mobile, parce qu'il va prendre beaucoup plus de place sur votre écran, que sur un ordinateur sur lequel le bandeau peut être beaucoup plus discret. Ce format-là, il va avoir aussi un impact. Les régies peuvent avoir une méthode de comptage différente. Je vous ai expliqué la différence et la fonctionnalité que Google proposait pour pouvoir récupérer ces conversions. Donc, il faut bien optimiser le bandeau pour optimiser le taux de consentement de manière à pouvoir continuer à piloter correctement les campagnes. Il y a un troisième point qui est très important, c'est que les utilisateurs, ils vont s'habituer. Il ne faut pas considérer que le taux de consentement dont je vous ai parlé aujourd'hui, il sera valable, il sera le même dans 6 mois ou dans 1 an. Il y a fort à parier que les utilisateurs, ils n'ont pas encore tout à fait pris la mesure de leur capacité qu'ils ont à refuser les cookies aussi facilement, parce qu'ils n'ont pas encore fait attention au fait qu'il y avait des boutons qui leur permettaient d'aller sur des sites en refusant les cookies. Donc, il y a fort à parier que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, ce taux de consentement, il va baisser, c'est certain. Donc, ça veut dire qu'il faudra bien réappliquer ces méthodes, recalculer ces taux de consentement et donc revaloriser les objectifs de CPL, peut-être pas chaque mois, mais en tout cas, une fois par trimestre, ça me paraît être le minimum. Dernier point sur cette slide, le traitement du consentement sur les cookies, il ne concerne pas que le suivi publicitaire ou le suivi d'audience. Donc nous, on a parlé aujourd'hui de ça parce que c'est nos problématiques du quotidien, mais il faut rappeler aussi que y a d'autres outils qui posent des cookies à des fins de mesure ou pour mesurer la fréquence de revisite ou l'utilisation technique de certains outils. Je prends un exemple très concret avec YouTube. Lorsque vous intégrez une vidéo YouTube sur votre site, cet encart YouTube, cette vidéo intégrée, pose des cookies. Donc, ça veut bien dire que, théoriquement, il faut que vous récupériez le consentement de l'utilisateur avant de lui laisser accès à cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sujet de la confidentialité, il va falloir le considérer au fur et à mesure comme étant stratégique. Quand je dis stratégique, je considère qu'il ne faut pas que ce soit des sujets qui soient délégués à des prestataires, que ce soit des prestataires techniques ou uniquement des agences comme peut l'être Digital Keys. Digital Keys peut, comme beaucoup d'agences, accompagner ses clients et sensibiliser au sujet. Mais néanmoins, ça doit être des sujets qui doivent être pris en main et assumés par les annonceurs. Il faut assumer ses choix, il faut communiquer. Il ne faut pas se contenter de faire le minimum, il faut être très clair sur sa communication auprès de ses équipes en interne, mais aussi de ses internautes. Et il faut se projeter dans une démarche beaucoup plus long terme et responsable, de manière à ce que les utilisateurs ne voient pas ces bandeaux comme des contraintes où ils aient des arrière-pensées par rapport à ce qu'on pourrait faire grâce à ces cookies, et bien leur expliquer pourquoi on pose ces cookies, à quoi ça sert, et concrètement, quelle est leur finalité. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais je conclus cette slide là-dessus, c'est pas un sujet de 2021 uniquement. Cette question, elle va devenir aussi importante que le choix du modèle de rémunération, CPC versus CPL versus CPA versus un pilotage au ROI par exemple, ou même que la méthode d'attribution des leads ou des ventes, en post-click, en post-view. Ça, ce sont des sujets qui vont devenir importants au quotidien et pas seulement au 1er avril 2021. C'est quoi les prochaines étapes? On a 3-4 points d'information qui nous ont été remontés sur les dernières semaines. Le premier, c'est que la CNIL a mis en place
un processus de certification de conformité d'outils de mesure d'audience. Donc concrètement, ça va permettre d'avoir un label qui permettra de dire cet outil de suivi d'audience est conforme, donc peut être déclenché sans le consentement des utilisateurs. Pour l'instant, on a assez peu de retours là-dessus, mais donc on est évidemment très impatient de voir ce qui va en sortir. On aura un peu plus d'infos d'ici l'été. Les GAFAM vont continuer à bouger leurs pions. Concrètement, que ce soit la position de Google avec le consent mode ou les autres, moi je suis assez persuadé que la situation va continuer à bouger. Que la prise de position d'Apple ces dernières semaines sur la collecte du consentement systématique pour activer le tracking dans les applications iOS, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre là ces dernières semaines, ces derniers jours même. Est-ce que ce sera suivi par d'autres? Apple est moins dépendant de la donnée que peuvent l'être Google ou Facebook, mais du coup c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Facebook attend. Est-ce qu'ils attendent simplement chez Facebook de savoir comment réagit précisément Google et l'impact qu'a le consent mode pour pouvoir donner des solutions à ces annonceurs? Pour l'instant, ils n'ont pas réagi, mais je suis assez persuadé qu'ils le feront d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Et Microsoft, pareil, on n'a pas d'informations, il n'y a pas eu de solution ni technique, ni d'éducation des annonceurs ou des agences pour faire face à cette nouvelle problématique de confidentialité. Donc pour l'instant, on est en attente. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est on peut prendre date tout de suite et se reparler après l'été, en septembre, pour faire une deuxième session de ce webinaire et d'échanger pour voir un peu ce qui s'est passé sur les mois de mai, juin, juillet, août, pour voir dans quelle direction va prendre ce sujet. Voilà, j'espère que tout était clair. Ce que je vous propose peut-être, c'est de faire un petit tour sur d'éventuelles questions. Déjà, je pense qu'il y a ce qu'on peut remarquer grâce au sondage, c'est que 50% des réponses expliquent qu'ils n'ont pas forcément tout mis en place pour être à 100% en conformité. Est-ce que tu pourrais peut-être réexpliquer sommairement et par ordre de priorité quelles sont les étapes pour vraiment être en conformité à 100%? Oui, tout à fait. Alors, pour résumer, pour les personnes qui les demanderont, on vous enverra les slides, mais en résumé, cette mise en conformité, elle passe par, on va dire, 3 aspects principaux. Le premier, c'est de mettre en conformité le bandeau. Donc, c'est vraiment visuellement comment est affiché ce bandeau et quelles sont les possibilités qu'on laisse à l'internaute de manière à pouvoir accepter son consentement ou refuser, enregistrer le refus du consentement de l'utilisateur. Donc, il y a tout un tas d'aspects très précis et notamment le bouton tout refuser. Donc ça, c'est la mise en conformité du bandeau. Le deuxième aspect, c'est de se mettre en conformité sur l'outil de suivi d'audience. Ça, c'est un point très important aussi. Si l'outil de suivi d'audience est déclenché sans le consentement de l'utilisateur, il faut s'assurer qu'il soit conforme à toutes les règles de la CNIL en termes d'exemption de consentement. Donc, je reviens sur l'anonymisation et le fait que cet outil ne doit pas servir à autre chose qu'à du suivi d'audience. Il y a quelques aspects techniques, notamment l'enregistrement de ces consentements. Si j'avais une recommandation globale à avoir par rapport à cette question, c'est de dire regardez les solutions marché du type CMP. Clairement, c'est la meilleure solution pour pouvoir mettre en conformité son site rapidement. Les prestataires accompagnent les annonceurs de manière à pouvoir déployer le bandeau de la meilleure façon et conditionner les fameux tags publicitaires et de suivi d'audience. Donc, ma recommandation principale par rapport à ça, si les actions sont toujours pas terminées, c'est interrogez-vous sur la pertinence d'utiliser une CMP. On pourra vous envoyer des exemples et même un benchmark qu'on a fait nous en interne sur les différentes CMP. Merci pour cette réponse. Tu parlais également de mesures, d'outils de mesure d'audience et d'exemption. Est-ce que, selon toi, Google Analytics peut être considéré comme un outil de mesure d'audience qui peut être exempté de consentement? Alors ça, c'est une grande question. Google Analytics, aujourd'hui, il sert à faire de la mesure d'audience. Donc, c'est l'usage initial et sa raison d'exister. Le souci, c'est qu'il sert à faire plein d'autres choses, et notamment à créer des listes d'audience publicitaires.
Donc, pour considérer que Google Analytics est conforme aux règles de la CNIL pour pouvoir l'exempter de consentement, il faudrait s'assurer que l'outil Analytics ne crée pas automatiquement de liste d'audience avant d'avoir avant d'avoir le consentement de l'utilisateur, anonymiser toutes les données personnelles qui remontent dans l'outil. Donc, j'ai parlé d'IP, j'ai parlé d'identifiants qui permettent de retrouver des utilisateurs, j'ai parlé d'ID, de tokens qui seraient présents dans les URL. Et si vous vous souvenez bien aussi, je vous avais expliqué que il y avait un des aspects qui était obligatoire pour considérer qu'un outil de suivi d'audience était exempté de consentement aux yeux de la CNIL, c'est le fait que le prestataire qui met à disposition cet outil de suivi d'audience ne s'engage à ne pas réutiliser les données collectées par l'outil à d'autres fins que ce suivi d'audience pour le compte de l'annonceur. Aujourd'hui, concrètement, ce point-là, il pose problème pour la CNIL parce que Google ne s'engage pas à ne pas réutiliser les données. Et donc, concrètement, aujourd'hui, si on se base sur ce point-là, l'outil n'est pas considéré comme exempté de consentement par la CNIL, même si ça n'est qu'un seul point parmi toutes les exigences de la CNIL. La CNIL, elle est très claire là-dessus. Si l'outil sert à faire d'autres choses que du suivi d'audience et qu'il est partagé avec d'autres acteurs et que Google utilise ces données pour faire autre chose que du suivi d'audience, on ne peut pas considérer qu'il soit exempté du consentement. Donc, il faut attendre le consentement de l'utilisateur pour le déclencher. J'espère que la réponse est claire. C'était très clair. Donc là, ça fait 45 minutes que le webinaire il a commencé. On n'a pas eu davantage de questions. Donc, je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, c'est que je sais que ce sont des sujets qui peuvent paraître être un peu brumeux, un peu compliqués techniquement, un peu abstraits. Néanmoins, quand je vous fais mes recommandations, c'est de prendre à bras le corps ces sujets parce que c'est important. À la fois, les utilisateurs s'y attendent. Les internautes, ils ont vu ces bandeaux fleurir sur les sites ces dernières années. Plus on est didactique, plus on est concret, plus on leur explique pourquoi ces bandeaux sont là et pourquoi on leur demande leur consentement, je pense que plus on fera avancer la démarche. Ça peut paraître contraignant pour des annonceurs et des agences comme nous. Néanmoins, ça nous permet de nous remettre en question sur l'utilisation de ces données et sur leur finalité. Donc, je considère aussi des bonnes raisons de se pencher sur ces problématiques. Donc voilà, c'est important de les prendre en main, de les assumer, de communiquer dessus en interne auprès des équipes techniques, auprès des équipes marketing, d'acquisition, et d'assumer ses choix et de bien prendre en compte en fait, ça n'est pas qu'un sujet de 2021, c'est un sujet qu'il faudra intégrer au quotidien dans nos pilotages. Voilà un peu la conclusion et la façon qu'on pourrait avoir de conclure ce sujet. J'espère que tout ça a été clair. Il y aura un replay pour ceux qui n'ont pas assisté au webinaire en live. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact pour les personnes pour les clients de Digital Keys avec vos chargés de compte pour répondre à d'éventuelles questions, s'il y en a encore. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon appétit. On a parlé de cookies, on a parlé de recettes. Je pense que le contexte est bien trouvé. Et puis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.